Voilà, nous voilà de retour en plein dans le Poitou, qui est notre région invitée cet après-midi. En compagnie de Michel Bonne, nous allons parler maintenant un petit peu folklore, instruments. J'ai l'impression que vous êtes chez vous, là, puisque vous n'osez pas le dire, je vais le dire, vous êtes un ancien chef opérateur de l'ancienne ORTF, c'est ça? Vous avez tout laissé tomber une situation, un métier stable, hein, on peut le dire, correctement rémunéré, et vous êtes parti tout seul et vous êtes devenu facteur d'instruments. Alors pourquoi cette passion et pourquoi ce choix? C'est le choix d'un métier sédentaire et solitaire. Après ce que je faisais à la télévision, c'était une expérience à tenter. Et des instruments parce que bon, j'ai toujours eu un goût pour la musique baroque en particulier. Et j'ai eu envie d'exercer un métier sédentaire dans le domaine de la facture d'instruments et surtout dans la flûte baroque, la flûte du XVIIIe siècle, comme celle-ci, et voilà. Alors, vous laissez donc tomber votre métier, vous devenez facteur d'instruments, mais je suppose que ça ne démarre pas comme ça. Il faut d'abord retrouver les plans de ces instruments. Vous êtes allé où pour faire ces recherches? Les plans, bon, il y a peu de documents, il y a des instruments, il reste des instruments d'époque. Alors il faut les trouver, il faut faire des relevés, prendre des mesures très précises de toutes les dimensions d'instruments. Alors ça, on le trouve dans des musées, dans des collections particulières, ou si on a la chance de tomber sur des gens qui en possèdent même sans collection, quelquefois un instrument seul, et qui le prêtent, on arrive à en tirer un plan et ensuite on se met au travail. Alors ce qu'on m'a dit tout à l'heure et qui me paraît assez étonnant, c'est que pour la plupart, vous avez retrouvé tous ces documents aux États-Unis. Alors pourquoi aux États-Unis? On en parle avec beaucoup de patrimoine en France, de la défense de notre patrimoine, et il faut traverser l'Atlantique pour trouver... Oui, on en parle beaucoup du patrimoine, mais il y a longtemps qu'une bonne partie du patrimoine est partie à l'étranger, dans les œuvres d'art et aussi dans les objets artisanaux. C'est aux États-Unis, lors d'un tournage, que j'ai découvert que les Américains, eux, depuis très longtemps, depuis le début du siècle, se passionnent pour les instruments anciens, la facture des instruments anciens, notamment à Boston, qui est le berceau de l'instrument ancien, en fait. Et peut-être de la chanson ancienne. Et de la musique ancienne. Il y a la Camerata de Boston, voilà, qui est un groupe qui chante uniquement des chansons moyenâgeuses. Voilà, alors j'ai trouvé là-bas des documents, ça m'a donné envie de m'intéresser de plus près à ce problème. Ouais. Je suis retourné même dans deux musées américains, Washington et Boston, qui ont des collections fabuleuses de flûtes et d'instruments à vent. Et puis Londres, La Haye, Paris aussi, mais pas beaucoup de choses à Paris. Bon, on vient de faire le tour du monde. Quel lien existe-t-il entre ces instruments et le Poitou? Bon, je me suis installé volontairement en Vendée. Et là-bas, j'ai commencé donc la facture d'instruments baroque. Et assez vite, des groupes régionaux sont venus me demander de travailler sur le hautbois de Poitou, qui est un instrument que j'ignorais. Alors, est-ce que vous pouvez nous le présenter, ce hautbois de Poitou? Alors, le hautbois de Poitou, c'est un instrument à hanche double. Oui. Alors, ça grince un petit peu. Oui, ça grince un peu, c'est sec ici. Voilà, c'est un instrument à hanche double qui se joue en capsule, c'est-à-dire qu'on recouvre l'anche d'une capsule de bois dans laquelle on souffle, oui, et l'anche entre en vibration. C'est un instrument à perce très fine qui donne une sonorité assez douce. Oui. Alors cet instrument se joue en bouche ou alors en poche. C'est-à-dire ça revient à faire une petite cornemuse, c'est-à-dire qu'on met ce qu'on appelle le pied du hautbois sur la poche. Oui. Bon, on gonfle la poche et il y a un tout petit bourdon qui n'est pas vraiment un bourdon grave, mais à l'unisson de la note grave du pied de hautbois, et on joue comme d'une cornemuse. Est-ce que ce hautbois du Poitou, monsieur Elie, puisque vous êtes de retour toujours avec votre blouse, puisque vous dansez il y a quelques secondes, est-ce que ce hautbois, on le retrouve encore, ce hautbois du Poitou, on le retrouve chez vous? Non. Il est très difficile d'une part de s'en servir. Ce que nous savons, c'est que Louis XI connaissait le hautbois du Poitou, oui, puisqu'il aimait à faire venir de notre Poitou des troubadours et des gens qui lui jouaient du hautbois du Poitou. Je pense, sans être musicien et sans connaître le hautbois comme M. Michel Bonne, qu'il serait peut-être difficile, en fonction des danses que nous avons choisies et qui représentent une certaine époque, de demander au hautbois de transmettre tous les sons dont nous avons besoin maintenant. Donc c'est pas un orchestre, c'est pas un instrument de bal ni d'animation, on ne pensait pas. Ce serait difficile à mon avis. Est-ce que c'était de la musique populaire, ce hautbois? Je pense qu'à l'origine, le hautbois n'était pas forcément un instrument populaire, puisqu'on a des documents de musique écrite pour 4 parties de hautbois. Vous voyez qu'il y a des hautbois de tonalités différentes, il y a des aigus plus graves.
Et ce style de hautbois a été abandonné, je pense, vers la fin du XVIIe siècle au profit du hautbois baroque, qui a une sonorité un peu plus soutenue et puis qui a surtout une tessiture plus étendue. Mais le hautbois est resté, je crois, assez longtemps, à mon avis, je ne suis pas très spécialiste, mais jusqu'au XIXe siècle, sous la forme de petits hautbois ou de hautbois en poche. J'en ai trouvé 2 de facture assez rustique que j'ai copié et un petit peu modifié pour arriver à un diapason moderne, puisque le diapason a changé. Alors, Michel Baume, sur le plan pratique, je crois que votre spécialité, c'est surtout la flûte traversière. Comment, puisque vous êtes facteur d'instruments, fabrique-t-on cette flûte au départ? C'est un arbre fruitier, vous m'avez dit? Celle-ci est en poirier, celle-ci est en ébène du Gabon, celle-ci est en alisier. J'en fais en buis aussi. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs parties dans cette flûte? Oui, elle est en 4 parties, elle se démonte. Oui. Elle est en 4 parties, il y a même ce corps-là est interchangeable, on peut faire changer la tonalité de la flûte. Et la difficulté, c'est de réaliser une perce conique intérieure qui est très variable. Et comment accorde-t-on une flûte? Quel est le diapason? Il faut trouver la note bonne. L'accord, bien sûr, dépend de la place des trous notables, de leur conicité intérieure, de la conicité de la perce longitudinale.